Bonjour tout le monde. Good afternoon, everybody, et re-bienvenue. Obviously, I'm not Evan Siddall. Il est évident que je ne suis pas Evan Siddall. Je suis Michel Tremblay. C'est vraiment une question des avions, des trains, des automobiles. Evan est bloqué dans le trafic, mais il sera ici pour les derniers mots. Ça a été une longue journée pour vous tous, mais ça fait 45 minutes que je suis dans la salle. Je vois qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'excitation. Vous voulez communiquer vos points de vue, mais j'aimerais prendre une minute pour remercier tous ceux qui nous regardent en ligne. Pour faire l'historique, des représentants de 25 intervenants nationaux et d'organismes se sont réunis pendant la journée pour explorer de nouvelles idées et approches permettant d'améliorer le logement et les résultats socio-économiques pour les Canadiens et Canadiennes. Cette séance fait partie d'un exercice de consultation pour former le développement d'une stratégie nationale du logement. La journée a été organisée dans plusieurs séances où les participants discutaient de thèmes reliés au logement. On leur a demandé de communiquer leurs pensées sur plusieurs de ces idées qui ont été présentées par les consultations pour identifier les propositions les plus prometteuses et de les améliorer si possible. De faire un résumé en 2 ou 3 minutes de leurs principales constatations et de leurs solutions les plus prometteuses. Ensuite, je parlerai brièvement, ou Evan parlera brièvement, des prochaines étapes avant de terminer la réunion. So let's begin with homelessness. On va commencer avec l'itinérance. J'inviterai Tom Richter à venir à l'avant, s'il vous plaît. Tim. Il n'y a pas de pression, il faut que ça soit court. Alors, dans notre groupe, on a une conversation à bâton rompu. Alors, je vais essayer d'en faire une paraphrase. On a noté plusieurs choses. Comme cela a été mentionné aujourd'hui, la SCHL se voit dire par les Canadiens et Canadiennes que l'itinérance est une priorité pour le logement. C'est une chose que nous appuyons. Plus tôt aujourd'hui, nous avons également vu des résultats de présenter ou une proposition de résultat à l'effet que on cible l'itinérance pour que l'itinérance devienne rare, brève et quelque chose qui arrive une seule fois. C'est quelque chose également que nous appuyons. Dans une des questions, on nous a demandé de nous adresser à des stratégies potentielles pour atteindre cet objectif. Différentes choses ont été discutées. Nous avons noté qu'il y a plusieurs endroits au Canada qui ont connu des réussites dans la réduction des terres. Calgary, Edmonton, Lethbridge, Medicine Hat et Hamilton, Ontario dernièrement. Dans de telles collectivités, il y a des pratiques exemplaires qu'on pourrait utiliser dans notre stratégie nationale du logement. On a également parlé d'une autre chose en profondeur. On a dit qu'on devrait donner la priorité aux Canadiens qui ont le plus grand besoin. On a noté qu'il y a certaines communautés où il y a beaucoup de personnes qui ont de grands besoins et beaucoup d'entre eux peuvent mourir du manque de logement et qui ne reçoivent pas ces services. Alors, il faudrait donner la priorité à ceux qui ont le plus grand besoin en donnant l'appui au logement. Ce n'est pas uniquement le logement, il faut également d'autres aides telles que les soutiens de santé mentale, soutien économique et contre la toxicomanie. On a noté ce qui a réussi dans les différentes régions du Canada. Premièrement, il y a le besoin d'obtenir de meilleures données sur l'itinérance. J'ai mentionné que si vous allez chez Walmart, ils peuvent vous dire ce qui se passe pour chacun de leurs produits dans chacun de magasins autour du monde. Mais nous, on ne peut pas faire la même chose pour les sans-abri. Il y a également l'importance de coordonner cet effort local et il a été fortement ressenti que le financement de l'itinérance ne devrait pas provenir des provinces, que ça devrait devenir des municipalités et que le gouvernement, en vertu d'une stratégie nationale du logement, s'il s'intéresse aux sans-abri, il faut qu'il se concentre sur les résultats. Et une troisième question,
Quel était le rôle du gouvernement fédéral? On a répété les commentaires qui avaient été faits auparavant à l'effet que le leadership fédéral est important, mais que l'itinérance, c'est quelque chose de local. Et il faut du leadership local. Et je crois que la solution serait de renouveler cette stratégie de partenariat contre l'itinérance. Merci. Merci, Tim. Maintenant, pour les aînés et les besoins distincts, Jason Stevens. Il y a des marches de l'autre côté de l'estrade. Je suis assez grand, je n'ai pas besoin de marche. Pour la première question, quels sont les résultats que vous recherchez dans ce domaine? Une des suggestions était d'utiliser les REER pour permettre aux aînés de rénover leur maison s'ils ont besoin de le faire dans le cas d'handicap. Le REER pourrait être utilisé également pour les familles qui veulent faire venir leurs aînés. Ils pourraient utiliser le REER pour adapter leur maison, préparer un montant qui pourrait être remboursé à une date ultérieure, créer des rénovations pour les gens qui ont un handicap, alors des rénovations abordables, dans les cas des personnes qui ont des problèmes de mobilité. On pourrait créer des crédits de la TPS ou de la taxe harmonisée. Pour les gens qui veulent rester chez eux, on doit trouver des moyens qui permettra à ces gens de rester dans leur maison le plus longtemps possible. On peut préparer les maisons pour utiliser des options telles que les ascenseurs. On nous a demandé également d'utiliser la perspective autochtone. Alors, on a parlé de logements sur la réserve pour avoir des visites permettant l'entretien de ces maisons. Il y a beaucoup de maisons qui ont des escaliers. Pour les aînés, ce n'est pas toujours praticable. Alors, il y a certaines parties de la maison qui ne sont pas aussi bien utilisées que d'autres. La deuxième question, quelles stratégies et solutions sont nécessaires pour obtenir les résultats escomptés? Eh bien, l'accès à des programmes gouvernementaux de financement. Pour de tels programmes, les aînés pourraient y avoir accès pour rester dans leur maison plus longtemps. Un programme pour soutenir les aînés dans leur maison avec de l'entretien, des visites, pour aider ces aînés. Il ne faut pas répéter les services qui existent déjà. Il faut travailler ensemble entre le fédéral et le provincial. Il faudra également que ces familles reçoivent des visites du ministère de la Santé, des services sociaux, tout en préservant cette confidentialité et leur vie privée. Quand on parle de perspectives autochtones, pour les bandes, une visite de différents ministères et de bons services de transport en public. La dernière question, quels seraient les rôles des intervenants à l'avenir? Eh bien, il faut éliminer les obstacles qui existent maintenant. Par exemple, au niveau provincial, on nous a dit que les permis de construction, pour obtenir des permis de construction, que ça prend beaucoup de temps. On veut réduire les obstacles à l'achat des logements. Il faut également des incitatifs provinciaux, une ristourne de la TPS. On parle également avec l'Agence canadienne du revenu pour avoir des rabais d'impôts pour les aînés, pour leur permettre de rester chez eux au lieu d'être dans des résidences pour aînés. On veut également des options
plus abordable pour les aînés. Certains aînés ont certains moyens, mais pas tout l'argent dont il leur faut. Il faut différentes options pour réduire les taxes foncières, permettant aux aînés de rester dans leur maison, et une meilleure communication entre le fédéral et les provinces. Cela est associé aux résidences pour aînés. À ce moment-ci, comme on l'a dit autour de notre table, on a 2 paliers gouvernementaux qui ne communiquent pas entre eux pour mieux gérer la situation et permettre aux gens de rester chez eux plus longtemps. Merci. Merci, Jason. Maintenant, logement autochtone, Dwight Dory. Très bien, merci. Premièrement, j'aimerais dire que j'ai trouvé que la séance ce matin était très bonne. Ça nous a expliqué le fonctionnement de ce processus et comment les différents groupes seront engagés pour développer cette stratégie. Pour nous, en tant que peuple autochtone, surtout pour moi-même, mais également du point de vue des centres d'amitié et des Inuits, je dois dire que on met la charrue devant les bœufs parce que nous avons déjà demandé et nous allons engager un dialogue interne avec nos propres experts dans le domaine du logement. Et ces séances n'ont pas encore eu lieu. Quand on parlera de solutions, on n'est pas prêt à le faire aujourd'hui. Alors, on est heureux de voir que ce processus a été mis en chantier et quand on aura parlé à nos propres experts dans ce domaine et dans les différentes régions, là, on pourra identifier les vrais besoins. Cela varie d'une région à l'autre. Et à ce moment-là, on aura plus à dire au niveau de ce processus. Merci. Merci, Dwight. Maintenant, Jeff Morrison qui va nous parler du logement social. Merci, Michel. Je vais être bref. Quand on parle des résultats que nous avons identifiés pour le logement social, on l'a divisé en court terme et moyen terme. À court terme, nous croyons qu'il ne doit pas avoir de perte des unités subventionnées au Canada. À moyen terme, nous croyons qu'il faut de l'investissement dans l'entretien et la rénovation d'unités existantes. Et à long terme, un prolongement du système pour répondre aux besoins de l'avenir. Qu'est-ce qui est relié à ces 3 choses? C'est un modèle de financement plus durable pour le logement social. Maintenant, du point de vue autochtone et du Nord, nous ne croyons pas qu'il devrait y avoir des distinctions entre les normes de logement pour ceux qui vivent dans le nord du Canada comparé à ceux qui vivent au sud du 60e parallèle. Il ne doit pas y avoir d'écart dans ces normes, surtout au niveau du logement social et abordable entre les Autochtones et les non-autochtones. Maintenant, concernant les stratégies et solutions, nous comprenons que dans le domaine du logement social, on doit avoir des subventions, des bourses, ainsi que des alternatives de financement externe pour ce logement social. Nous comprenons qu'il y a plusieurs modèles qui ont été proposés. Le Réseau québécois de l'habitation a présenté des modèles permettant aux personnes d'utiliser les ressources qu'ils ont et pour avoir accès à des fonds supplémentaires. Mais nous savons que les prêts, ce n'est pas une solution parfaite, qu'il faut un rôle public pour la création et la construction de nouveaux logements. Il faut également un appui en période de transition. Si on demande aux agences sociales de changer la situation suite à la fin de ces ententes,
le gouvernement fédéral doit fournir des ressources de transition pour permettre à ses fournisseurs de continuer. Du point de vue du Nord, il faudra probablement plus de subventions. La population n'est pas suffisamment grande dans le nord du Canada pour permettre un financement alternatif. Alors, le fédéral devra continuer à financer ces unités de logement. Du point de vue autochtone, deux idées. D'une part, on a pensé qu'on devrait étudier les moyens qui permettra aux communautés autochtones d'obtenir plus de richesses des ressources à exploiter dans leur région. Alors, on parle de la création d'une fiducie de logement pour les Autochtones qui a été proposée par l'Association autochtone du logement en 2009. Finalement, concernant les rôles et responsabilités, le gouvernement fédéral doit regarder comment ils peuvent augmenter le financement alternatif. Et plus tôt, on a mentionné le fait qu'il faut avoir des objectifs intelligents. Tout ceci est bien beau, mais à moins de pouvoir mesurer les choses, on ne pourra pas savoir s'il y a du progrès. Et ce n'est que le gouvernement fédéral qui peut mesurer ces changements. Les provinces et territoires doivent être imputables et transparents pour l'utilisation de ces fonds du fédéral, ce qui exige qu'ils le fassent du point de vue d'échelon, également pour le secteur autochtone. Et nous croyons que le secteur privé aurait un rôle probable à jouer dans ce domaine. Et finalement, quand on parle de rôle, du point de vue autochtone, on peut dire que s'il y a un meilleur financement des projets autochtones dans le domaine du logement, il faudra également une meilleure représentation d'Autochtones sur différents organismes fédéraux. Par exemple, la SCHL devrait augmenter la représentation d'Autochtones sur les organismes de contrôle et de gestion. Du point de vue du Nord, ce n'est pas très différent. On veut donner les mêmes responsabilités au territoire que nous l'avons du côté des provinces, au niveau de la transparence et de l'imputabilité. J'espère que j'ai respecté mes 3 minutes. Et j'espère que sur Internet, on peut sentir la passion qui se dégage ici. John Dickey en fera 2. Il fera l'approvisionnement en logement loué et le renouveau, après quoi il nous parlera de la continuation. Et ce qui veut dire, Jean, que vous avez 6 minutes. Je peux faire cela. Au niveau de l'approvisionnement du stock de logements de location et le renouveau, on s'est concentré sur l'identification de solutions. On en a choisi 3 qui avaient déjà été identifiés, ainsi 2 qui n'avaient pas été identifiés auparavant. La première solution, c'est le financement. Et il y a différents aspects du financement. Le financement à long terme pour éviter les risques de taux d'intérêt, financement de la construction et des incitatifs pour réduire les garanties requises. On doit reconnaître le fait que les taux d'intérêt sont déjà très bas, alors il faut se demander comment mieux dépenser cet argent. Après cela, une solution qui a déjà été identifiée, c'était une prestation de logement portable. Parce que c'est important, le marché privé, dans la plupart des régions du Canada, peut fournir du logement si les gens ont les moyens de payer pour. Alors, l'impact sur la demande fait partie de la stratégie sur l'approvisionnement. Finalement, une stratégie, si on réduit la GST, la taxe harmonisée pour la construction, cela aiderait la construction. C'est quelque chose qui avait déjà été proposé. Et on propose également de reporter les taxes
et impôt sur une propriété qui a été vendue quand cet argent est réutilisé pour construire de nouveau. Cela augmenterait la construction. Deux nouvelles solutions qu'on propose. On a suggéré que le gouvernement fédéral pourrait considérer le financement des municipalités pour retarder les frais de développement. Ces frais de développement sont un élément important dans le coût de nouveau développement. Si c'était reporté, la municipalité ne perdrait pas ces sommes, même s'ils ne le recevraient pas dans la première, deuxième ou troisième année, mais s'ils peuvent recevoir cet argent dans la quatrième, cinquième, sixième année, ce serait mieux que de l'exiger la première année. En ce faisant, le gouvernement devrait éviter de lier ça directement à l'abordabilité. Si on peut obtenir plus d'approvisionnement, les gens vont remonter. On veut également avoir des limites souples sur le prêt pardonnable selon la taille du logement et on pourrait avoir différents engagements d'abordabilité. Maintenant, au niveau de l'abordabilité pour les locataires, on s'est demandé, premièrement, que veut-on faire? Le test normal, c'est qu'une personne devrait obtenir du logement en payant 30 % de leurs revenus. Cela est bien beau pour les familles de 3, 4 personnes ou 5 personnes, mais on a trouvé que c'est trop élevé pour les foyers composés de 1 ou 2 personnes. Pour cibler ces ressources limitées, il faudra avoir un niveau plus élevé que 30 %. On a également pensé que les gouvernements, tous les paliers gouvernementaux, devraient éviter d'avoir des normes élevées parce que cela augmente les coûts. Et si les gouvernements exigent une reconstruction, il faudra avoir des programmes de subvention pour payer ces améliorations. On a également pensé que le gouvernement fédéral pourrait permettre aux provinces la construction d'unités secondaires. Quand on parle du Nord et d'autres régions, il faut se demander si le marché dans ces endroits est fonctionnel, sinon de se rajuster. Mais dans 95 % du Canada, les marchés fonctionnent bien. Alors on a pensé qu'une solution merveilleuse pour le logement abordable serait des prestations associées aux locataires. Ça devrait être payé aux locataires. Cela a plusieurs bons effets. Ça doit être basé sur le vrai loyer jusqu'à un maximum, jusqu'à 90 % d'une moyenne. Et en évaluant les revenus, on a pensé que le gouvernement devrait étudier le besoin actuel, c'est-à-dire le revenu ce mois-ci, ainsi que dans les 3 derniers mois et les 6 derniers mois, au lieu de se baser sur les revenus tels qu'indiqués dans le système fiscal. Il faut également donner du choix aux résidents actuels dans le logement social. Cela pourra s'adresser à la question de viabilité et la fin des ententes sociales, et cela permettra également un meilleur mélange de revenus. On suggère que le gouvernement fédéral devrait apprendre, basé sur ce qui se passe dans les programmes provinciaux et municipaux, ainsi augmenter la souplesse. Et voilà, je crois avoir respecté mes 6 minutes. Merci. Merci, John. Maintenant, Kevin Lee, l'Association canadienne ou pour l'abordabilité des logements. Eh bien, comme nous l'avons discuté à notre table, le fait d'avoir une stratégie nationale de logement exige qu'on couvre le spectre complet du logement au Canada. Nous savons, par exemple, qu'il y a un groupe de travail fédéral, provincial, municipal qui travaille sur l'abordabilité dans les grands centres et cela devra être un élément essentiel d'une telle stratégie de logement.
Si vous demandez si on a de telles situations pour loger les gens, pourquoi encourager les gens à être propriétaires? Eh bien, il est bon pour les gens de monter l'échelle. Si vous avez des problèmes d'approvisionnement au niveau le plus élevé, les gens, au lieu de grimper l'échelle, vont descendre l'échelle. Je précise également l'Association internationale du logement. On travaille avec différents pays, y compris les pays en développement en Afrique, et ils reconnaissent qu'ils ont de graves problèmes de logement, mais ils ont identifié qu'ils ne peuvent pas se limiter au logement social, parce que s'il y a des problèmes d'abordabilité, ce qui est le cas en Afrique également, les gens ne peuvent pas sauter d'un endroit à l'autre pour améliorer leur situation. Alors, comment s'y adresser? Il y a différents moyens de le faire. L'abordabilité, c'est la clé. Et quand on parle de cela, on parle de ceux qui achètent une propriété, un premier logement. Comment le faire avec la hausse des prix? On a vu des ajustements qui ont été apportés au plan d'achat des maisons. Les Canadiens et Canadiennes peuvent utiliser leur REER pour avoir accès au logement et on peut augmenter ces limites pour que ceux qui ont sauvé de l'argent peuvent l'investir dans leur maison. Il y a des possibilités d'augmenter la période d'amortissement de 25 ans à 30 ans pour les gens bien qualifiés. Si cela était fait, 80 000 nouveaux Canadiens pourraient acheter une maison suite à cet ajustement. Pourquoi cela est-il important? Bien, si les gens sont bloqués dans des logements de location, ils y restent. S'ils veulent quitter le logement, il faut leur donner l'occasion parce que cela libère ces logements loués pour d'autres personnes qui en ont besoin. Il faudrait également avoir des programmes d'aide pour l'achat des maisons. On a Habitat pour l'humanité qui a de bons programmes et il y a d'autres possibilités de partager les hypothèques pour aider les Canadiens travailleurs. On nous a parlé de Canadiens et Canadiennes travailleurs et travailleuses qui se trouvent dans des situations où ils seront limités à des logements loués. Et à notre table, on parlait du fait qu'à ce moment-ci, vous pouvez être un jeune professionnel, des infirmières ou des enseignants qui ne peuvent pas se payer une maison non plus. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas aider ces gens à quitter la location, devenir propriétaires? Et là, leur logement sera libéré pour d'autres personnes. Finalement, on s'est demandé pourquoi sommes-nous dans cette situation? Pourquoi y a-t-il un tel problème dans le marché? Il y a plusieurs réponses pour cela. Il y a un groupe de travail qui travaille, mais on doit comprendre ces problèmes et la SCHL doit être mieux financée à l'avenir pour obtenir de meilleures données, de meilleures statistiques. On a de graves problèmes d'approvisionnement dans les centres municipaux. Il y a la question de démographie et les gens veulent avoir accès à des maisons, mais les maisons ont beaucoup augmenté et il y a beaucoup d'impact sur les prix des maisons, y compris les règlements municipaux. Il faut comprendre tous ces éléments-là pour s'adresser au problème, ce qui permettra aux gens de monter l'échelle et de ne pas baisser l'échelle. Merci. Merci, Kevin. Pour parler de l'abordabilité pour les personnes à revenus moins élevés et les personnes sans abri. Okay, I'm going to address the affordable housing for working poor and homeless. Je vais m'adresser à la question d'abordabilité pour ceux qui travaillent et les sans-abri. On a parlé des résultats et les résultats, c'est des mesures de ce qui est important en général. Nous devons mesurer cela en augmentant l'approvisionnement de logements abordables au Canada. On a parlé du besoin d'améliorer le logement pour les Canadiens vulnérables. Personne ne devrait payer plus de 30 % de leur revenu brut sur le logement. On a regardé les logements assistés et le nombre d'unités pour les personnes handicapées. On doit également réduire le fait qu'il y a des maisons où il y a trop de personnes. Cela augmente les coûts de l'entretien. Quand on parle d'une perspective autochtone et du Nord, il est évident
qu'il y a un plus grand nombre de personnes dans le Nord et parmi les Autochtones qui font partie de la catégorie de personnes qui travaillent, qui sont pauvres. Alors là, il y a un volume accru de personnes et on a parlé de travailler avec les populations autochtones et les constructeurs. Maintenant, quelles sont les stratégies? On a besoin du leadership fédéral dans le domaine du logement et cela doit être appuyé par des ressources fiscales. Il nous faut un plan de financement à long terme pour construire les unités pour ces pauvres qui travaillent. On doit trouver le moyen d'animer le secteur privé et de réduire les coûts du financement et de développer l'innovation sociale pour utiliser d'autres ressources, que ce soit des ressources de formation ou des ressources de développement économique qui permettra d'augmenter les ressources financières utilisables pour ces constructions d'unités abordables. Nous devons trouver de façon novatrice pour réduire les coûts et de permettre une plus longue durée de ces unités. Nous devons également retrouver des stratégies pour réduire le coût de l'achat des terrains. Il y a 20 ans, dans la Commission royale, on a proposé que les municipalités pourraient mettre de côté des terrains pour des constructions abordables. S'ils avaient fait cela il y a 20 ans, on n'aurait pas les problèmes qu'on connaît dans des régions telles que Regina et Saskatoon et autres, où les coûts ont beaucoup augmenté. Il faut un leadership fédéral, le leadership de la SCHL, les municipalités devraient également participer. Nous devons travailler avec les groupes autochtones sur les réserves et hors réserve. Ce sont eux qui doivent être responsables et on doit développer des stratégies pour améliorer et préserver la qualité des unités existantes. Et tout le monde doit être responsable et devrait rendre compte. Merci. Stéphane Corriveau, he'll be talking about learning from the last. Qui nous parlera qu'est-ce qu'on peut apprendre de la dernière stratégie de logement. Alors, la nouvelle est que nous avons une stratégie de logement qui est en place. Elle est en place depuis au minimum 15 ans. Maintenant, on devrait parler de la nouvelle stratégie, mais comment peut-on parler d'une nouvelle stratégie sans analyser l'ancienne? Il n'y a pas de livre qui parle de stratégie de logement depuis 15 ans, mais il y a un fait. Le fait est qu'on a eu une stratégie qui était presque entièrement orientée vers la demande et pas l'approvisionnement. Par exemple, on est maintenant exposé à 1 000 milliards de dollars pour soutenir un outil financier qui a créé la demande. On a aidé les banques à faire des prêts, on a aidé les gens à prêter de l'argent aux banques, et cela a un impact à tous les niveaux. Regardez ce qui se passe à Toronto. Quelle banque ferait un prêt pour une famille moyenne pour leur permettre d'acheter une maison d'1,5 million ou 2 millions à Vancouver si la SCHL n'appuyait pas ce prêt? Alors ça, c'était l'ancienne stratégie. Cela a eu un impact. Maintenant, il nous faut une stratégie pour aider au niveau de l'approvisionnement. Cela devrait être l'élément clé. Non seulement doit-on aider au niveau de l'approvisionnement, mais on doit aider la partie du marché qui a reçu le moins d'appui depuis 15 ans, les personnes moins riches. Les personnes à revenus modiques n'ont pas les moyens de s'acheter une maison sur le marché privé. Dans certains cas, ils ne peuvent même pas louer. Dans mon association, il y a 50 000 locataires et leur revenu annuel est de 12 000 $ par année. Vous pouvez leur donner une maison, ça n'aurait pas d'importance, parce que tout ce qu'ils pourraient faire, c'est de vendre la maison pour utiliser ces capitaux. Vu leurs revenus, ils ne pourraient pas
maintenir et entretenir une telle maison. Alors, il nous faut une stratégie nationale qui appuie l'approvisionnement d'un marché qui ne peut pas le faire sur une base individuelle. Il faut des outils coopératifs pour créer un logement social, pour répondre à ces besoins, avec des outils et des moyens qui respectent la situation de ces communautés. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissements depuis 20 ans à ce niveau-là, mais au niveau des coopératives et des constructions à but non lucratif, il y a eu un haut taux de succès. Très peu ont fait faillite et cela devrait nous inspirer. Au fait, à un point tel que nous croyons que pour répondre à la question comment doit-on construire le logement à la lumière de la situation dans le Grand Nord ou de la perspective des Autochtones, nous disons ce n'est pas à nous de leur dire quoi faire. Au contraire, on devrait apprendre d'eux. Depuis 2 ou 3 décennies, on a attaqué le logement comme si c'était un enjeu à court terme, et ce n'est pas à court terme, c'est à long terme. Les constructions habituellement durent plus longtemps que les êtres humains. Alors nous devons construire, gérer et entretenir ces buildings avec la vision de le faire pour la génération à venir. Bien sûr, il faut adapter ces logements, mais voilà une vision que nous devons adapter des personnes du Grand Nord et des Autochtones. On devrait le faire également dans le Sud avec toutes les communautés qui disent on a besoin d'un gouvernement qui s'intéresse à ce que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès à un logement. Comme ça, collectivement, on pourra faire face aux problèmes et à la situation des plus pauvres parmi nous. Finalement, Terry Green, venez nous parler du droit au logement. Le logement, c'est un droit. Ceci n'est pas un nouveau concept pour le gouvernement canadien. Le gouvernement canadien a des représentants à l'ONU. Les représentants canadiens à l'ONU ont travaillé pendant plus de 10 ans pour concevoir et rédiger avec d'autres nations la Convention onusienne sur les droits des personnes handicapées. À l'intérieur de ce document, nous voyons le droit au logement. Le Canada a signé ce document en 2012. Qu'est-ce que ça veut dire si le Canada reconnaît le logement comme un droit? Cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'itinérants. Chaque itinérant aurait le recours de s'adresser au gouvernement fédéral pour obtenir un logement adéquat. Est-ce que ça fonctionne ailleurs? Eh bien, au Royaume-Uni, vous avez un bon exemple. Il est devenu illégal d'être itinérant au Royaume-Uni. Bien sûr, ils ont dû mettre en place des mécanismes de recours pour les personnes qui n'avaient plus d'abri, pour qu'ils soient dans un logement. Ils ont dû mettre en place des mécanismes d'imputabilité
qui faisait que les gouvernements responsables du logement obtenaient les statistiques et les données et étaient imputables vis-à-vis des électeurs. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de lacunes dans les données, de statistiques qui ne sont pas réunies maintenant. Et j'aimerais vous proposer que si le logement était un droit, on n'aurait plus de ces lacunes dans les données. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé des sans-abri et du fait qu'un logement est nécessaire pour sortir les gens de la rue et les placer dans un environnement plus sécuritaire et plus sain. Eh bien, si l'itinérance était illégale, parce que le logement était un droit, on pourrait éliminer ce problème-là également. Alors, à notre table, nous avons suggéré que le logement doit être perçu comme étant un droit. Le gouvernement fédéral doit modifier leur façon de penser au niveau de la gestion des fonds de logement et des programmes et de mettre en place le concept qui voudrait que là où les gens ont le droit au logement, on peut éliminer l'itinérance. Merci. Merci, M. Green. Merci, M. Green. Evan Sedal, président de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de nous donner les mots de clôture. Evan? Thank you, Michelle. My day is one of Merci, Michel. J'ai eu des problèmes avec Air Canada. Vous avez commencé tôt. Moi, j'étais en retard. Merci, Michel. Michel m'a remplacé. Alors, on va terminer. Merci de votre temps. Merci aux représentants des tables qui ont fait rapport au nom des groupes. On a pris des notes et on va réfléchir à tout cela en préparant le rapport final qui sera soumis au ministre pour le 22 novembre. Que se passe-t-il maintenant? Les consultations vont continuer. Dans les jours à venir, on va avoir des séances à l'extérieur d'Ottawa sur le logement autochtone dans les communautés éloignées. On parlera également du Nord. On aura également des groupes de discussion avec différents groupes, y compris ceux qui ont été des itinérants, ceux qui vivent dans des logements sociaux, les nouveaux venus au Canada, les peuples autochtones et les personnes handicapées. On vous invite tous, si vous n'avez pas envoyé leur soumission sur l'Internet, à hashtag parlonslogement.ca, faites-le. Et nous, on va continuer à aider le ministre Duclos en réunissant l'information provenant de cette séance et de toutes les séances et des différents processus de consultation pour créer ces piliers. ce que nous avons entendu le 22 novembre à l'occasion de la Journée nationale de l'habitation. Elle annoncera alors également les prochaines étapes, notamment la demande d'approbation de la stratégie nationale sur le logement par le cabinet. Je ne veux pas devancer le ministre quant à la date à laquelle on pourrait s'attendre à ce que la stratégie soit lancée, donc je vais le laisser répondre à cette question. In the meantime, I want to take this opportunity. Entre-temps, j'aimerais profiter de l'occasion pour exprimer notre appréciation à vous tous qui êtes venus ici pour partager votre énergie, votre critique, vos idées, votre énergie. On a reçu beaucoup de rétroactions, on a reçu beaucoup de bonnes idées et on va partager tout cela avec le ministre Duclos, son personnel et le gouvernement. Merci d'avoir contribué au développement de la prochaine stratégie nationale du logement. Bonne soirée, merci.